Bonsoir à tous, ou bonsoir de nouveau. Je vous propose qu'on discute pour ce post-ESMO de Gustave Roussy des tout nouveaux médicaments issus des études de phase 1. Et je suis entouré pour ça par Stéphane Champia et par Antoine Holbeck, avec, comme toujours, à chaque congrès, des nouveautés concernant les inhibiteurs de tyrosine kinase, l'immunothérapie, d'autres cibles. On va essayer d'en discuter dans le quart d'heure qui vient. On commence tout de suite avec toi, Antoine. Oui, donc je vais vous parler de 4 présentations. Donc la première présentation concerne la classification S4. Donc cette classification S4, c'est la classification qu'a développée l'ESMO pour évaluer l'intérêt des thérapies ciblées qu'on peut discuter en réunion pluridisciplinaire en fonction donc du degré potentiel d'efficacité de ces traitements selon l'anomalie moléculaire et selon le type tumoral. Donc en fait, dans ce travail, il y a 387 patients qui ont été classifiés selon cette classification S4. Donc ces 387 patients avaient eu une biopsie pour réaliser un profil moléculaire. Donc déjà, ce qu'on pouvait noter, c'est que 94% des patients chez 94% des patients, le profil moléculaire était réussi, ce qui est déjà intéressant à noter. Et vous avez en dessous la classification, vous voyez, tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4 ou tiers X, en fonction de l'efficacité potentielle du traitement. Tiers 1 étant le traitement pour lequel on a déjà des données extrêmement robustes d'efficacité. Tiers X étant l'absence totale de données cliniques à ce sujet. Donc, vous voyez qu'il y avait parmi les patients biopsiés, il y avait 20% des patients qui étaient tiers 1, 7% des patients tiers 2, 13% des patients tiers 3, 16% tiers 4 et malheureusement 44% des patients donc tiers X sans efficacité reconnue. Alors, ces patients, une fois classés, donc ce que l'on pouvait dire donc, parmi la population totale, c'est qu'il y avait quand même 56% des patients chez qui on notait une cible thérapeutique actionnable. Et parmi ces patients, 20% de ces patients étaient classés S4 tiers 1. Et on a réussi à donner donc, un traitement ciblé chez 73 patients, ce qui correspondait à 20% des patients. Et quand on regarde les résultats de survie de PFS en fonction de la classification S4, on voit, et c'est plutôt rassurant, que les patients qui sont classés tiers 1, donc c'est-à-dire pour lesquels on va utiliser des molécules dont on se doute quand même des résultats d'efficacité, on voit quand même que la PFS est nettement supérieure aux autres tiers 2, tiers 3, etc. Donc tiers 1, des patients avaient quasiment 9 mois de PFS, ce qui montre quand même la robustesse donc, de cette classification. Concernant les nouvelles molécules, donc une des présentations, donc j'ai eu la chance de présenter les données donc, concernant le CC 911. Donc, ce CC 911 est un LSD1 inhibiteur. Donc, LSD1, c'est une drogue qui est classée une drogue épigénétique, classée dans les épigénétiques eraser. Et c'est un médicament qui se prend par voie orale une fois par semaine. Donc, dans cet essai, on a fait l'escalade de dose et ensuite l'extension. Première chose qui était importante de souligner, c'est que la tolérance de ce médicament est très bonne. L'élément essentiel limitant, c'était la thrombocytopénie, qui est un effet classe de ces médicaments. Et c'est quasiment le seul effet secondaire qui a pu nous gêner dans l'escalade de dose. Deuxième chose à noter concernant ce médicament, c'est qu'il a été utilisé probablement dans la population la plus intéressante, qui était celle des tumeurs neuroendocrines, et notamment les tumeurs neuroendocrines bronchiques. Alors très rapidement, on s'est focalisé sur ces patients parce qu'il y avait des données précliniques assez fortes et puis des données cliniques également intéressantes, puisque rapidement, on a eu un patient qui a eu une stabilité extrêmement prolongée. Donc on a traité plusieurs patients qui avait ce type tumoral assez rare. Et finalement, vous voyez sur ce graphique que beaucoup de patients ont eu des traitements avec des durées de traitement de plus d'un an. Donc, ce qui montre le potentiel de cette drogue. Reste encore à déterminer encore mieux les populations cibles parce que ça nécessite probablement des biomarqueurs pour l'utiliser de manière plus efficace.
Les tumeurs neuroendocrines qui étaient traitées étaient des tumeurs endocrines peu différenciées ou au contraire bien différenciées avec une longue histoire naturelle? Contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent dans les tumeurs neuroendocrines avec les LSD1 inhibiteurs, dans cette étude, on a traité des patients avec des tumeurs neuroendocrines bien différenciées. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont plutôt été négatifs des LSD1 inhibiteurs, notamment dans les poumons petites cellules. Probablement que ce n'est pas la meilleure population parce que c'est des patients qui progressent très rapidement et chez qui la molécule je dirais, n'a pas le temps d'être efficace. Et est-ce que du coup la stabilité observée correspond à une activité réelle supposée du médicament ou au caractère indolent de la maladie? Alors, les patients qui nous ont été adressés, qu'on a traités dans l'étude, étaient des patients qui nous avaient été adressés justement par l'équipe d'Éric Baudin, qui a l'habitude de traiter ce genre de tumeurs. Et c'est des patients qui étaient progressifs. Donc, c'était des patients en progression qui avaient des symptômes. On a quand même eu plusieurs patients qui se plaignaient de symptômes à type de douleurs, notamment sur des lésions sous-cutanées extrêmement douloureuses. Et quand on a démarré le traitement, les douleurs ont rapidement cessé. Donc, un signe quand même assez fort d'une activité de la molécule. Troisième communication, donc ça concerne l'ECC 910. Donc là, c'est un BET inhibiteur, donc également une molécule épigénétique. C'est une molécule épigénétique qui se prend par voie orale et dans cette étude qu'on a eue également au DITEP, il y a eu une escalade de dose suivie d'une extension. Alors 2 schémas ont été retenus qui sont un petit peu complexes, 45 mg ou 30 mg. Dans le premier schéma, c'est 4 jours de prise, 24 jours sans traitement. Et le deuxième schéma, 3 jours de prise, 11 jours sans traitement. Et les données qui étaient rapportées étaient ceux donc, de l'escalade de dose et également de l'extension. Alors, dans cette étude, ce que l'on peut dire, c'est que dans les tumeurs solides, il y a eu une efficacité rapportée, mais qui reste extrêmement marginale, uniquement 2 réponses chez les 69 patients traités. Et malheureusement, on n'a pas de biomarqueurs prédisant l'efficacité dans ces tumeurs solides. Par contre, dans le cadre de l'extension, il y a également des lymphomes, donc des DLBCL qui ont été traités. Et là, on voit que l'activité est probablement plus intéressante. Il y a eu un patient qui a présenté une réponse complète. D'autres patients avec des signes d'activité. Donc, c'est probablement dans cette catégorie de population que ces BET inhibiteurs peuvent être intéressants. Et dernière communication qui m'a semblé intéressante, c'est l'activité donc, du nivolumab chez les patients présentant une mutation pôle E. Donc, on connaît la mutation pôle E qui est responsable d'un phénotype avec une multitude de mutations. Et on sait que c'est un facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie. Dans le cadre de l'essai-accès, ce qui était intéressant, c'est que les différents types de mutations, les patients pouvaient recevoir la molécule en fonction du caractère pathogénique ou non, ou la pathologie incertaine de la mutation pôle. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que, donc, évidemment, les patients qui avaient des mutations pôle pathogéniques présentaient des taux de réponse élevés. Donc, après, ce sont des petits nombres, mais 50% de réponse parmi ceux qui avaient des mutations pôle E pathogéniques. Mais on voit que parmi les patients qui avaient des mutations de pathogénicité inconnues, 3 patients uniquement, mais quand même 2 réponses. Donc, on voit qu'il faut pas. Ça sert. Il est important de discuter ces patients en RCP, discuter avec les biologistes pour justement déterminer l'intérêt du traitement par nivolumab. Et on voit ici dans ce diagramme en fait la localisation des mutations pathogéniques et des mutations de pathogénicité incertaine qui étaient à peu près localisées dans la même partie exonucléasique du gène pôle et qui donc présente un intérêt puisque ces patients, même si c'est un petit nombre, répondaient au nivolumab. Est-ce que l'on commence à savoir quels sont les organes ou quels sont les cancers d'organes responsables ou associés à ces anomalies de pôle? Alors, j'ai plus en tête le type de cancer. Je sais qu'il y avait notamment des cancers du côlon. Après, c'est des mutations rares. Je ne sais pas si
Stéphane non plus, je sais Non, mais pas en termes de... c'est très nouveau. C'est un biomarqueur qui paraît effectivement particulièrement prometteur. On est tous à la recherche de biomarqueurs prédicteurs d'efficacité d'immunothérapie. Et c'est vrai dans le cancer du côlon, au-delà bien sûr des cancers MSI-high. Mais ok, bon, en tout cas, une jolie piste à suivre. Exactement. Mille merci à toi. On passe à Stéphane. Stéphane, tu nous parles un peu plus d'immunothérapie. Tout à fait. Je te prends ceci. Hop. Et un petit paquet bien désinfecté. Donc, pour l'immunothérapie en développement, j'ai sélectionné 3 types d'axes thérapeutiques. Le premier, les bispécifiques. Et on commence d'emblée avec un bispécifique qui cible HER2 et 4-1BB, donc HER2, le marqueur tumoral, et 4-1BB, donc un checkpoint activateur, qui a été utilisé dans des tumeurs surexprimant HER2. Donc vous voyez ici, la molécule, c'est le PRS 343. L'intérêt aussi dans cette étude, et l'intérêt de 4-1BB, c'est qu'il y a un biomarqueur d'activité. Lorsque les tumeurs, lorsque 4-1BB est activé, il y a une augmentation dans le sang circulant de 4-1BB soluble. Et donc, c'est un biomarqueur qui est intéressant lors des études comme celle-ci. Donc cette étude effectivement a montré justement qu'avec des doses dans les cohortes les plus élevées en escalade de doses, qu'on avait une augmentation de ce marqueur soluble. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on observe des réponses. Et donc cette étude a utilisé la molécule dans des tumeurs HER2 surexprimées. Ici, vous avez une réponse partielle dans un cancer gastrique pré-exposé à l'immunothérapie au préalable. Et vous voyez tout à fait en bas que le patient, dans sa tumeur avant et pendant l'immunothérapie, on a une augmentation de l'infiltrate CD8 et ce biomarqueur soluble de 4-1BB qui monte sous traitement, qui est un marqueur du coup d'activité de la molécule. Idem, une réponse observée dans le cancer du rectum HER2 positif avec ce type de biomarqueur. Et puis cette molécule était aussi utilisée en combinaison avec l'atezolizumab. Et là, vous avez une réponse dans un cancer du sein RH+, qui sont censés être peu sensibles ou pas sensibles à l'immunothérapie, HER2 positif, pour lequel on observe une réponse prolongée parce que la patiente avait reçu plus de 16 cycles de traitement. Deuxième stratégie d'immunothérapie qui a été quand même mise en évidence, mise en valeur à cet ESMO, le CD3 PSMA. Donc Karim, tu es investigateur principal, que nous avons audité à Gustave Roussy, donc avec l'AMG 160 de chez Amgen, donc qui est une molécule à la fois qui a une valence CD3 pour activer les lymphocytes, PSMA pour le rapprocher et les activer au contact des cellules tumorales prostatiques, donc dans le cancer de la prostate métastatique. On voit de façon intéressante une réduction du PSA chez environ 30% des patients, avec des réponses récistes chez les patients récistes évaluables chez environ 13% des patients. Donc c'est probablement une des pistes pour le retour de l'immunothérapie dans le cancer de la prostate métastatique. Une chose à garder en tête, ces médicaments sont à risque de syndrome de relâchage cytokinique. Dans cette étude, il y a quand même 90% des patients qui présentaient ce type de syndrome. Seulement 25% avaient des grades 3. Je met en évidence quand même que les grades 2 dans cette étude étaient basés sur l'échelle de Lee 2014, qui est une échelle utilisée dans les CAR T-cells et pour lequel l'utilisation des amines fait partie du grade 2, même si elles sont à faible dose. Donc ça sera quelque chose à surveiller dans l'utilisation pratique de ces molécules dans les phases plus avancées, les phases 2, les phases 3. Deuxième partie, cytokines. Les cytokines, c'est toujours l'actualité et on a cette année une présentation sur une cytokine qui est une interleukine 2 qui est fusionnée avec l'IL-2 récepteur alpha. L'objectif de cette fusion, en fait, c'est d'empêcher le rôle de l'IL-2 au niveau des T régulateurs, parce que l'interleukine 2, c'est une des cytokines très activatrices aussi des T régulateurs. Et donc cette molécule a été utilisée en monothérapie et a montré une réponse notamment dans le mélanome, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on sait que l'interleukine 2 peut avoir une activité dans le mélanome. Là où c'est plus intéressant, c'est une activité en association. Donc c'est vrai que l'avenir de ce type de cytokine est peut-être en association. Ici, des réponses dans le cancer de l'ovaire et de façon intéressante également des réponses dans d'autres types tumoraux, comme notamment le cancer du pancréas. Il y a une réponse partielle dans un cancer du pancréas et des réponses dans le cancer de l'œsophage. Donc effectivement, l'avenir des cytokines, interleukine 2, en association éventuellement avec un anti-PD1. Dernier axe. Avant que tu y passes, ouais. En termes de toxicité, parce que moi je suis suffisamment vieux pour avoir vu les toxicités de l'interleukine 2, ce qui était moyennement rigolo, surtout à 3h du matin. Non, en pratique, ces nouvelles générations de cytokines, effectivement, elles donnent de la fièvre. Elles sont à risque d'inflammation généralisée, mais on a beaucoup moins de syndrome de fuite capillaire qu'avec les anciennes générations de cytokines, et c'est d'où l'intérêt actuel de cette utilisation dans les cancers réfractaires aux immunothérapies anti-PD1.
Donc, dernier axe, les macrophages. Clairement, on a eu 2 présentations cette année qui remettent l'immunothérapie ciblant l'immunité innée au goût du jour. Une première avec un anti-Clever-1. Clever-1, c'est un checkpoint des macrophages où il y a un rationnel préclinique qui montre effectivement que les patients avec surexpression de Clever-1 ont une moins bonne survie, en particulier les patients traités par immunothérapie. Cette première étude, phase 1, montre en monothérapie des réponses dans le cancer du côlon et mésilow, donc des patients réfractaires à l'immuno, des patients mélanome post-ipi-nivo en réponse, et puis également un cancer de l'ovaire en réponse post-pembrolizumab. Donc des signaux d'activité de cette molécule qu'on a actuellement en phase 1 au DITEP à Gustave Roussy. Et puis une autre molécule pour laquelle les résultats ont été Peut-être juste présentés. en termes, là encore, de profil de tolérance. Alors, la molécule est plutôt bien tolérée, il y a parfois de la fièvre, mais en règle générale, c'est une molécule qui est plutôt bien tolérée par rapport à ce qu'on connaît sur d'autres molécules ciblant les macrophages. Et puis pareil, une autre molécule qui a été présentée, la MK4830, qui est un anti-ILT4, donc qui est aussi un autre checkpoint des macrophages, utilisé en mono ou en combo thérapie, où effectivement, au palier de dose les plus importants, a été observé des réponses partielles. Bien sûr, on est dans une phase 1 avec des types histologiques différents, mais on voit dans ce cas-là présenté dans un cancer de Merkel résistant secondaire à l'avelumab, une réponse assez nette qui est rapportée dans cette étude. Donc, si on résume un petit peu ce qui a été montré pendant cet ESMO en immuno, clairement des immunothérapies de nouvelle génération qui vont s'intéresser à des types spécifiques tumoraux, donc HER2 bispécifique ou CD3 PSMA dans le cancer de la prostate métastatique. Le rôle des cytokines, le rôle de macrophages, potentiellement chez des tumeurs réfractaires à l'immunothérapie anti-PD1, PDL1. Donc, effectivement, on attend des études plus poussées pour avoir un résultat plus solide, mais des pistes très intéressantes. Vraiment très joli, hein. Ce sont vraiment des médicaments intelligents. C'est vrai que ça fait d'autant plus rêver qu'une partie de la biologie sous-jacente n'était pas connue il y a encore 5 ou 10 ans. Hein. Donc les choses s'accélèrent de manière très très impressionnante. Bon, plutôt un bon ESMO pour les phases 1, visiblement. Hein. Bon, mille merci à tous les deux. C'était très clair, très didactique. Restez avec nous. Vous avez droit à une petite pause quand même. Vous pouvez boire un coup, manger, aller faire un petit tour sous le beau temps automnal. Et puis, on reprend dans 20 minutes de mémoire vers 19h20 avec les tumeurs digestives et les autres tumeurs. À tout de suite.